dans la suite de ce que nous avons commencé justement dans le domaine minier, nous restons donc à Manono, dans le Tanganyika. C'est une nouvelle province qui décollait, même si maintenant il y a quelques soucis. Datcom Mining, quid du projet lithium de Manono. Autour de cette table, 4 invités. D'abord, Donna Serge Ngandou, métallurgiste de formation, chimiste industriel, plus de 40 ans de carrière, dont 8 ans les Gécamines de carrière et des mines Gécamines. En Afrique, il a donc bossé au Zimbabwe, en Zambie, au Cameroun et dans plusieurs pays d'Afrique. Il a été aussi en République centrafricaine et en Europe. Il a travaillé pour le compte de l'Areva, donc en France. Bienvenue. Merci, merci beaucoup. Et la société civile Pararo, Ernest, vous êtes le secrétaire exécutif de la Ligue pour, comment on appelle, Ligue de lutte contre la corruption. Ligue congolaise de lutte la Ligue congolaise pour lutter contre la corruption, un travail qui est un travail gageure. Effectivement. Parce que la corruption, apparemment, c'est dans le sang de certaines personnes. Oui, c'est comme les péchés. Voilà. Oui, l'homme est né avec ça, semble-t-il. Effectivement. Et puis, notre confrère Faustin Kwediasala, journaliste, éditeur responsable de Econews. Et enfin, la société civile, le nom arrive, Timothée Mbouya, directeur exécutif de l'ONG Justicia. Merci. Voilà, le plateau est complet. On commence avec vous. D'abord, qu'est-ce que nous pouvons retenir du projet pharaonique, le méga projet Datcom Mining dans le domaine ou dans le programme dans le domaine de lithium? En tout cas, merci beaucoup. Monsieur Fabien, ce que je peux dire sur ce projet pharaonique et ce qui suit, d'abord, il faudrait, d'entrée de jeu, il faut un climat serein des affaires qui favorise un partenariat lucratif et pour les uns et pour les autres dans le respect des lois du pays. Cependant, ici... Climat serein des affaires qui lie la théorie qu'on a à la pratique. Ouais. Cependant, l'élément principal ici est le peuple de Manono qui doit vraiment bénéficier de ce projet pharaonique. Ce projet, nous croyons qu'il sera un moteur de croissance économique suite à des investissements actifs et la création d'emplois dans le territoire de Manono en particulier et dans la province du Tanganyika en général. Ce projet s'articule autour de 5 piliers. L'extraction minière pour produire le minerai. Vous avez besoin quand même de... Non, pas encore. Voilà. Oui, l'extraction minière pour produire le minerai. Ensuite, le traitement minéralurgique pour produire le concentré de spodumène. Le traitement chimique du concentré de spodumène pour la conversion en un produit avec plus-value. La rénovation des infrastructures, parce que les infrastructures sont carrément détruites à Manono, donc rénovation des infrastructures telles que les routes. Nous parlons spécifiquement de la route Manono-Kabondo-Dianda, Manono-Mpianamwanga pour la production d'électricité, la production d'eau potable, le sanitaire et l'éducationnel. Ensuite, le dernier pilier, c'est la création d'une zone spéciale économique qui va en fait booster l'économie de ce territoire et surtout booster aussi l'économie de ce couloir de l'Afrique de l'Est. Parce qu'il ne faut pas oublier que nous avons une frontière avec un nombre de pays à l'Est. Il y a la Zambie,
la Zambie, le Burundi et la Tanzanie. Et nous-mêmes, de gens membres de la communauté économique est-africaine. Est-africaine, tout justement. Alors, il faut noter qu'il y a deux défis pour ce projet. Le premier, c'est la logistique. La raison pour laquelle nous avons pensé à la rénovation des routes, la création d'un morceau de liaison par chemin de fer à Kabondo-Dianda pour la station intermodale, la négociation avec la SNCC pour le transport par voie ferrée est en principe plus avantageux que celui par route, parce que nous pensons au transit par Zambie-Tanzanie, ou voie de l'ouest par l'Angola. Ensuite, il y a la négociation avec la Tanzanie après avoir passé par Kalemi. Donc voilà, côté logistique. Alors le deuxième défi, c'est la disponibilité de l'électricité. C'est vrai, nous parlons de la transformation, d'aller à l'hydroxyde de lithium, mais il ne faut pas oublier qu'il y a un facteur limitant qui est la production de l'électricité. Cette production doit être faite en quantité suffisante pour arriver au produit fini et aussi pour diminuer l'empreinte carbone du projet. De toute façon, une étude antérieure par un tiers a prouvé que le projet de Manono, tel que nous l'avons présenté en roche dure, avait la moindre empreinte carbone parmi les projets en roche dure. Et là, nous allons demander à l'ingénieur Toumba de pouvoir nous rafraîchir la mémoire avec ces images donc à Nof, les images de la mine elle-même dans le reportage que nous avons donc à la réalisation pour qu'on regarde à quoi ça ressemble. Donc cette mine et quitter de temps à autre le bureau, les plateaux. Voilà. Vous avez la parole, c'est très intéressant que vous dites, vous expliquez aux téléspectateurs, à la population congolaise, justement l'importance de l'exploitation de lithium à Manono avec des implications économiques et sociales, non seulement dans les provinces environnantes, mais aussi sur le continent. Oui, justement, pour rebondir sur ce que vous dites, ce projet a une valeur intrinsèque sur deux fronts. D'une part, avec son caractère de classe mondiale, parce qu'en fait, ce gisement est plus grand que le plus gros gisement qu'on connaissait jusqu'à présent, qui est le gisement de Greenbushes en Australie. Donc, en se basant sur la taille du gisement de lithium. Donc, ce projet, en fait, va mettre la RDC sur la plateforme mondiale comme pays à solution pour la transition énergétique vers les énergies vertes. Juste pour citer le chef de l'État, Antoine Félix Tshisekedi. Alors, le deuxième front qui démontre un peu la valeur intrinsèque de ce projet, c'est l'investissement privé de A à Z. Avec l'investissement privé de A à Z, ce projet permet de démarrer à la RDC sa propre chaîne de valeur. Pour paraphraser encore une fois le chef de l'État, Antoine Félix Tshisekedi, cette chaîne de valeur va de la mine jusqu'à la fabrication des batteries. Évidemment, ceci se fera par étapes en utilisant le pragmatisme. Parce que n'oubliez pas, nous sommes limités par l'électricité. Les gens parlent, non, il faut arriver, mais on est limité par l'électricité. Donc, quelque part, dans notre programme, comme vous le verrez, nous devons construire un autre barrage. Voilà. Nous restons avec vous avant la réaction de la société civile plurielle. Cette fois-ci, vous allez nous présenter aux téléspectateurs, aux Congolais, ce projet de manière ensemblière. Datcom, lithium de Manono, de manière scientifique, parce que vous-même, vous êtes un expert. Oui, merci beaucoup.
ici je vais porter ma casquette d'ingénieur et de directeur de projet que j'étais dans le passé sur une vingtaine de projets. Alors, je vais donner les points clés de l'étude de faisabilité. En fait, c'est ça qui a en fait causé cet engouement dans le monde. En termes de ressources totales, nous avons 401 millions de tonnes avec une teneur de 1,63% de lithium. Lithium, c'est en fait l'oxyde de lithium. Et les réserves, nous sommes à 132 millions de tonnes. Alors, la durée de la vie... Est-ce que nous sommes bien là sur... Oui, oui, on va y arriver. Oui, oui. La durée de la vie de la mine est environ de 30 ans. 30 ans. Oui, 30 ans. Donc, c'est épuisable, le lithium? Non, c'est épuisable définitivement, mais nous allons démontrer que nous avons plus que les 30 ans. Donc, mais en fait, quand on fait une étude de faisabilité, n'oubliez pas, on se donne un temps limite de 20 ans. Généralement, le standard qui est reconnu dans le monde, vous présentez une étude de faisabilité, vous vous limitez à 20 ans. Quoique les réserves peuvent vous permettre d'aller plus loin. Mais nous allons vous montrer, nous pouvons aller plus loin. Alors, nous avons prévu une production de 700 000 tonnes de concentré de spodumène, première étape, et environ 146 000 tonnes de sulfate primaire de lithium. On peut passer à la page suivante, je crois qu'elle a déjà évolué. Non, là. Non. Non, on reste toujours là-bas. Oui, oui, on reste encore là-bas. Oui. Oui, oui, 700 000 tonnes de concentré de spodumène, donc je disais, et on prendra 160 000 tonnes de spodumène qu'on va convertir en 46 000 tonnes de sulfate primaire de lithium qui a une plus-value dans une première phase. Alors, la valeur actuelle nette de ce projet de 1 milliard, si on doit donner une valeur au gisement, c'est comme ça on fait dans les études de faisabilité, donc la valeur actuelle, actualisée, nette, 1 milliard, quoique ça a été fait en 2021, maintenant si on doit revoir, je pense que ça sera un peu plus élevé. Les études de faisabilité sont statiques ou dynamiques? C'est statique quand vous vous soumettez, mais elle reste dynamique, parce qu'après, vous faites encore des prospections pour augmenter les réserves. C'est le cas que vous avez avec Tenke. Ils ont augmenté les réserves, mais ils n'ont pas communiqué. Non, non. On continue à faire les prospections. D'accord. Ouais. Alors, le taux de retour en investissement est de 33%. Alors, bénéfice avant impôt, intérêt, dépréciation et amortissement, nous sommes à 8,4 milliards. La taxe, elle sera de 4 milliards, donc sur la durée de 20 ans. Et le bénéfice net après impôt, on est à 3,8 milliards. Donc, l'État reçoit quelque chose. Et les actionnaires vont se partager. Il faut se partager parce qu'il faut définir entre actionnaires, en fait, le montant que vous avez sur le bénéfice, combien est-ce que vous allez distribuer aux actionnaires. Bon, ça, c'est un détail. Maintenant, en termes de vision globale, ce projet a fait l'objet de 2 propositions de partenariat avec le gouvernement dans le but de favoriser la croissance économique du territoire de Manono et de la province du Tanganyika. Quelles sont ces 2 propositions que nous avons faites au gouvernement? La première proposition, c'est la collaboration de développement en se référant aux lois existantes de PPP et aussi le décret y afférent, qui ont passé d'ailleurs, je le souligne ici, les étapes de la commission interministérielle ECOFIN et celle de lois et textes réglementaires. Mais après ça, il n'y a pas eu de suite. On se demande qu'est-ce qui s'est passé. Alors, là,
deuxième proposition concerne la création d'une zone spéciale économique qui contribuera à créer d'autres opportunités des affaires pour les investissements, pour encore booster l'économie locale. Alors, quel est le plan de vision du projet? Alors, le plan de vision du projet est de croître le business de lithium sur plusieurs aspects. Donc, comme j'ai dit, nous allons vers la production de l'hydroxyde de lithium, produit final sur une période de temps qui va être minimisée. Donc, nous commençons par l'extraction en amont, l'extraction minière, ensuite le traitement et la conversion. Et c'est là où nous comptons dépenser 1,3 milliard. Mais la première partie, première phase, c'est les 545 millions. Mais pour arriver jusqu'à toute la conversion, nous disons 1,3 milliard de dollars. Deuxièmement, nous voulons améliorer aussi le taux d'extraction de lithium avec l'addition des circuits qui permettent d'augmenter la sélectivité vis-à-vis du mica. Il y a beaucoup de mica à Manono. Maintenant, j'entre un peu dans le côté métallurgie, parce que les gens ne comprenaient pas pourquoi nous avions un rendement d'abord de 60%. C'est parce qu'il y a beaucoup de mica. Nous avons prévu une deuxième étape où nous valorisons ce qui a été rejeté avec l'addition d'un circuit de flottation qui va en fait augmenter le rendement. Nous passons de 60 vers les 83% à peu près. Mais retenez, la teneur du produit marchand, c'est 6%. 6%. Mais pour le sulfate de lithium, nous allons aller carrément au-delà de 85%. Parce que ça, c'est un produit chimique. Il y a tout un processus qui permet d'éliminer tout ce qu'il y a comme gang. Alors, dans ce plan de vision, nous comptons augmenter la production d'électricité pour permettre la croissance des activités d'extraction et de conversion. Parce que c'est important. Mpianamwanga, on est limité. Si nous voulons aller à 4 unités de conversion et ajouter la production d'hydroxyde de lithium, nous devons avoir un peu plus d'électricité. Donc nous allons chercher, il y a des sites qui sont disponibles où nous pensons nous allons investir pour produire un peu plus d'électricité. Alors, sur le plan de développement durable, quelques points à noter. Nous allons fournir les moyens de subsistance durable. Qu'est-ce que nous entendons par là? C'est la création de 2500 emplois dans une première phase, évidemment, permanent et non permanent. Nous allons nous assurer du bien-être communautaire, fourniture d'eau, électricité. Évidemment, on va utiliser des indépendants pour la réticulation de l'eau et de l'électricité. Quelqu'un va s'occuper de ça, une société congolaise. Donc une contribution importante au programme de développement des 5 territoires. Oui. Hein, plutôt à travers 145 territoires. Et Manono, si le projet commence, si l'exploitation commence, c'est que Manono va garder une longueur d'avance. Manono aura une longueur d'avance à cause d'un investissement actif et la création des entreprises à travers Datcom et à travers des industries qui vont s'implanter dans la zone économique spéciale. Les sous-traitants peuvent être mis à contribution et ensuite ils vont engager des Congolais et des Congolaises parce que Datcom ne fera pas tout dans tous les domaines. Datcom est dans l'exploitation du lithium, mais les sous-traitants peuvent avoir les marchés et puis servir la population. Effectivement, c'est pourquoi la zone économique spéciale va être créée pour donner une possibilité aux entrepreneurs congolais de s'installer dans la zone économique spéciale. Ils vont bénéficier d'un régime fiscal
favorable qui va leur permettre de leur donner un certain essor. Ouais. Alors, nous y allons maintenant rapidement. Oui, rapidement. Vu le temps. Oui, voilà. oui. Toujours en parlant du développement durable, nous parlons du développement communautaire, établissement du cahier de charges et sa réalisation, le support à l'agriculture et l'eau. Alors, maintenant, en regardant les opportunités de croissance, parce qu'on parlait de 30 ans, est-ce que c'est épuisable? Est-ce que, quand vous regardez la DIA là-bas, vous voyez la ligne noire au-dessus là, qui entre dans la zone colorée? Oui. Voilà. Oui, oui, qui entre dans la zone colorée. Ça, c'est la zone qui a constitué en fait les limites de l'étude de faisabilité. OK? Mais tout ce qui a la couleur mauve, OK, c'est du minerai. Regardez la partie qui va faire les 30 ans. Maintenant, faites l'extrapolation. Si on devait récupérer tout ce qui est en dessous ici, donc nous pouvons être au-delà de 80 ans. Au-delà de 80 ans. Oui, au-delà de 80 ans. Donc, il y a une extension des ressources et une progression de la cible d'exploration vers la carrière de l'Est. Donc, ce que vous voyez en rouge là, c'est ce que nous comptons. Nous avons déjà démarré pour voir qu'est-ce que nous avons comme pour augmenter les ressources en fait et les réserves. Alors, les cibles d'exploration ont été identifiées pour le gisement d'étain hébergé dans la latérite et les canaux fluviaux, parce que j'ai vu qu'on faisait toujours allusion aux sous-produits. Qu'est-ce qu'il y a comme sous-produit? Évidemment, il y a l'étain, le tantal et niobium. Nous aurons des crédits là-dessus à la vente des produits, surtout les produits qui vont contenir la cassitérite. Alors, vous avez une minute pour résumer voilà, ces études de faisabilité. Oui. Fait à retenir, c'est un projet de classe mondiale, considéré comme le plus grand projet de lithium en roche dure non développé au monde, avec une base de ressources pour soutenir une croissance significative. Alors, l'accompagnement du projet, évidemment, nous avons une relation engagée, coopérative et collaborative avec le gouvernement de la RDC, avec tout ce qu'il y a comme soubresaut, mais nous restons engagés. Nous avons parmi les actionnaires, des actionnaires qui sont très intéressés pour nous amener jusqu'au bout de notre plan de vision. 100% des produits au lithium sous contrat déjà, avec des contrats de prélèvement. Alors, en termes de potentiel de croissance, ce produit a une évolutivité incroyable, qui est soutenu par une ressource connue avec un potentiel d'expansion formidable. Alors, il y a l'accompagnement technique et financier des investisseurs, définitivement. En termes de trésorerie, ce projet aura des flux très solides de trésorerie. Et AVZ offre un levier important sur le prix de lithium. Formidable. Et Formidable. sur la demande internationale. Donc voilà. Là, vous venez encore davantage renforcer ce que votre collègue avait dit la fois dernière. L'ingénieur Raphaël, lorsqu'il nous parlait justement de ce projet. Raphaël Ngoyi Mouchila. Alors, l'autre question, avant de passer à la société civile. Ingénieur Serge, qui sont actionnaires de Datcom Mining et quel est l'apport de chacun? Les actionnaires de Datcom Mining, c'est normalement AVZ,
internationale et communière, et c'est AVZ International qui apporte les fonds. Point bas. Et les autres, juste un apport moral. Ouais. Voilà. Bon. C'est intéressant quand même. Bararo, je vous vois en même temps en colère et fasciné. Fasciné par ce que l'ingénieur Ngandou a dit. Pour vous, société civile, ONG, médias tout à l'heure, est-ce que des projets miniers transforment positivement les milieux dans lesquels ils exploitent, les milieux des pauvres? Croyez-vous que les prévisions des Datcom Mining par AVZ vont changer les conditions de vie de mes frères et sœurs du Maniema et d'environ? De Manono. Ah, je parlais de Manono. Manono est environ, c'est-à-dire les territoires environnants, Tanganyika province et affecté d'autres, parce que je vois que l'impact socio-économique sera de taille, jusque dans les pays voisins. Effectivement. Ouais. C'est pour cela que, comme vous venez de le dire, en répondant sur les actionnaires, vous comprenez que depuis très longtemps, nous disions qu'il y avait des actionnaires fictifs qui sont dans l'actionnariat, mais ils n'ont jamais amené quoi que ce soit, même une brouette. Comment ils sont arrivés là? C'est ça le grand problème. Ils ont profité des accointances politiques pour arriver à cela. Or, l'OADA nous interdit ça. Les droits OADA que nous avions adhéré nous interdit d'avoir des actionnaires fictifs. C'est comme ça qu'on peut les appeler. Parce que bon, on peut encore prendre Communière parce que lui est venu avec des gisements. Lui, c'est encore mieux. Mais les Datomir là, ou les Igines, ou les quoi là, ils ont amené quoi? On ne comprend rien. Mais comme ils ont des accointances, vous voyez maintenant là où commencent les problèmes. C'est lorsqu'on constitue la société, lorsqu'on constitue l'actionnariat, lorsqu'on signe les contrats, c'est là où commencent déjà les problèmes. Quelqu'un qui n'amène absolument rien, il se retrouve dans l'actionnariat, demain il aura des dividendes. Vous devez déjà savoir que les dividendes qu'il percevra, il va rétrocéder à celui qui l'a amené dans l'actionnariat. C'est tellement clair, il n'y a pas à démontrer. Qui peut être derrière Datomir, les vrais visages? Vous, société civile, il vous arrive de mettre le nez partout là. Je n'ai pas encore terminé. Oui. Alors, si je disais que là où commence le problème, c'est l'actionnariat, la signature de contrat, l'actionnariat, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que quelqu'un qui n'amène rien, il se retrouve là comment? C'est ça le problème. Et deuxième chose, l'entreprise minière peut amener les changements que lorsque, il donne la sous-traitance comme l'exige la loi aux entreprises à capitaux congolais. Parce que qu'est-ce que nous craignons dans les lois là, dans les Haut-Katanga? Vous verrez que la plupart d'entreprises minières qui se trouvent là-bas, ils donnent les marchés de sous-traitance que de leurs affiliés. Par exemple, il y a sur les 500 millions de dollars qu'ils ont investis, vous verrez qu'il y a 400 millions qui rentrent. Pourquoi? Parce que ceux qui fournissent les caïveras, ce sont les gens de l'extérieur. Ceux qui viennent construire l'usine, ce sont les gens de l'extérieur. Ceux qui fournissent même la nourriture, ça vient de l'Afrique du Sud. Donc, toute la chaîne là de l'exploitation. Et les Congolais ne sont que des admirateurs. Non, ils sont, on leur donne la sécurité. Non, admirateurs. Ils contemplent comment. Ah oui, les gardiens. Les gardiens. Ils sont dans les services de gardiennage. Gardiennage, oui. Couper les herbes, hein, là où les machines vont. Là, on leur sécuriser les patrons. C'est ça la sous-traitance qu'on nous donne. Il semble que ça va loin. Nos frères congolais qui ont beaucoup étudié, qui sont dans les différents domaines, quand ils sont positionnés dans les conseils d'administration ou comités de gestion, ils sont juste des étiquettes. Est-ce que c'est vrai? Effectivement, c'est ça, parce que lorsqu'on te paye déjà, nous avions eu des cas, les gens de la GECAMINE, les mandataires de la GECAMINE qui étaient dans les joint ventures, dans les sociétés minières, par exemple à KCC, lorsqu'il est à KCC dans les conseils d'administration, la GECAMINE ne les payait pas, c'est KCC qui payait ces gens-là. Or, lorsque KCC te paye, tu ne donnes plus l'information à GECAMINE.
C'est ça le grand problème qu'on a eu, à tel point que GECAMI ne savait rien, absolument rien de ce qui se passe dans KCC. Et vous vous souvenez, à ce moment-là, KCC Glencore, ils ont dit qu'ils avaient investi 9 milliards. Mais lorsque les gens de la GECAMI se sont réveillés, ils ont commencé à fouiner, ils ont constaté que KCC les mentait. Vous vous souvenez de ce dossier-là? Et ils ont rééquilibré, ils ont payé de l'argent. Pourquoi? Parce que nos frères qui étaient dans le comité de gestion, ils ne jouaient pas leur rôle. Voilà. C'est ça. Même question que j'ai posée à M. Mpararo. Vous, société civile, Timothée. Oui. En fait, vous avez dit, vous avez posé une question très très intéressante, celle de savoir qui sont finalement derrière certaines entreprises. Oui, moi je ne les connais pas, mais bon, vous, il semble que vous êtes mieux informés que nous. Nous avons toutes les informations possibles. Peut-être ici, ce n'est pas encore le moment. C'est pas encore le moment pour que nous puissions citer toutes ces personnes. Sinon, on va vous dire. Soyez rassurés. Il y a eu diffamation. Soyez rassurés. Oui. Moi-même, je suis avocat. Je sais de quoi je parle. Donc, nous n'allons pas citer le nom des gens pour le plaisir de le faire. Mais nous avons des documents et des dossiers qui attestent qu'il y a des gens, des ministres, qui agissent par personne interposée, qu'il y a des gens même dans la plus haute sphère politique du pays qui sont malheureusement en train de se comporter en gouvernement parallèle. Parce que vous allez vous rappeler ici qu'on a évoqué un cas tout à fait décon. Les ministères de tutelle, les ministères des mines donnent des avis favorables, donnent toutes les autorisations possibles, mais un service technique, un service qui dépend du ministère, bloque. Alors, nous sommes au courant qu'il y a effectivement des gens qui sont très haut placés, qui utilisent des influences et qui travaillent avec... Donc le gouvernement parallèle, apparemment, est plus puissant que le gouvernement visible. C'est le constat. Visible. C'est le constat. Parce que quand un ministre attitré donne une orientation et qu'un service qui lui est rattaché ne l'exécute pas, le ministre n'a d'autre possibilité que de sanctionner les responsables du service qui s'opposent à l'ordre donné. Si le chef de service est protégé par un gros arbre, vous comprenez la difficulté, vous risquez la de difficulté perdre. dans laquelle les ministres lui-même se retrouvent, Madame la ministre elle-même se retrouve. Donc, je peux dire qu'elle a des services qui sont en réalité placés plus au-dessus d'elle, justement parce que c'est des services qui bénéficient des parapluies de certaines personnalités qui essayent de tirer des ficelles dans l'ombre. C'est pour ça que... Le changement des conditions des Congolais du Manono et territoires environnants, est-ce que vous y croyez avec ce projet, ce méga projet de lithium par Datcom? Vous savez pourquoi nous soutenons, personnellement, pourquoi je soutiens les entreprises entre guillemets occidentales. Justement, les entreprises occidentales viennent avec un certain standing. Elles vous apportent une certaine façon de voir les choses. Aujourd'hui, quand vous allez dans les Grands Katanga, toutes les entreprises occidentales, à capitaux occidentaux, sont déjà parties. Et maintenant, dans les mines, vous avez des entreprises à capital. Même quand les Occidentaux étaient là, est-ce que les conditions des Congolais, du Haut-Katanga, du là-bas, est-ce que c'est Grand Katanga en général, est-ce que ces conditions étaient assez différentes de maintenant? Je vous ai dit... respect des engagements sociaux, plutôt des de la responsabilité sociétale. On a des coins dans le Haut-Katanga et dans le là-bas. Surtout dans le Haut-Katanga, des coins où, comme à Mitwaba, où de jeunes gens, des enfants sont même pieds nus, et ainsi de suite. Alors, qu'est-ce qu'on a vécu là-bas? Vous savez, quand je vous dis que nous souhaitons travailler avec des entreprises qui sont notamment à côté en bourse, c'est justement parce que nous savons comment nous pouvons influencer ces entreprises-là, notamment en agissant sur la bourse. Mais quand vous avez des entreprises qui ne sont affiliées à aucune bourse, vous n'avez aucune possibilité d'exercer une pression sur elles. Et donc, quand vous allez dans les grandes entreprises, les entreprises qui sont affiliées dans des bourses, elles n'acceptent pas que des gens puissent travailler dans n'importe quelle condition. Elles n'acceptent pas que les enfants viennent dans les mines. Parce que, vous savez, toutes ces entreprises-là, toutes ces grandes entreprises, adhèrent à des initiatives au niveau international qui permettent à ce que, par exemple, quand vous êtes dans l'initiative sur le principe volontaire sur la sécurité et les droits de l'homme, donc qui est basée à Genève, on vous surveille. Ils reçoivent des informations venant de nous, des ONG, ils reçoivent des informations venant de nous,
Et ils vous disent, attention, comme vous ne vous comportez pas mieux en matière de protection des droits humains, vous risquez d'encourir une sanction. Et la sanction, là, quand elle tombe, ça vous rejoint dans la bourse et vous ne savez plus lever les fonds. Vous savez, c'est ça au fait, aussi une passerelle qui permet à la société civile d'infléchir, si vous voulez, la position des entreprises, des grandes entreprises que des petites entreprises qui ne sont nulle part. Faustin, Manono, apparemment avec Datcom Mining, dès que le travail, l'exploitation commence et tous les processus, mes frères et sœurs là, ça sera le sourire sur les lèvres, responsabilité sociétale, transformation des conditions de vie, l'eau potable. On a vu quand l'ingénieur présentait là dans le diapo, mais c'était séduisant. Et vous y croyez franchement en tant qu'homme des médias? Bon, évidemment, à ce stade, on ne peut que croire à ce qui nous est présenté sur papier, évidemment. Parce qu'ils ont mené des études, ils ont pris des années pour arriver à ces conclusions. Et même si, selon l'ingénieur Ngandou, le titre se limite à 30 ans, mais il a été sincère, il a dit en principe, la durée de vie du projet peut aller au-delà de 80, même atteindre 80 ans. Mais sur cette question de quel sera l'impact du projet pour la population de Manono, moi je voudrais qu'on essaie un peu de tempérer. Vous savez, Fabien, dans ces pays, les gens ont pris l'habitude de donner plus de responsabilités aux entreprises qui viennent pour nous aider à valoriser nos richesses. C'est parce que c'est normal, parce qu'il y a certains coins du pays où l'État est absent. En principe, quand vous parcourez nos entreprises, surtout minières, ceux qui sont dans l'industrie extractive, vous remarquerez qu'on leur demande trop, personnellement. C'est le constat que j'ai fait. Parce qu'il y a certaines choses, une entreprise comme Datcom, par exemple, qui arrive à Manono. En principe, si on était dans un pays normal, ils allaient déjà trouver des infrastructures, la route, l'énergie, ainsi de suite. C'est vrai que les résultats qu'ils nous présentent, c'est sous contrainte, parce qu'ils disent, bon, on peut bien aller, notre ambition c'est d'atteindre l'hydroxyde de lithium. Mais on ne peut pas atteindre ce niveau-là parce qu'on sera habité à une contrainte, l'électricité. C'est pourquoi ils se disent, dans un premier temps, on va partir de sulfate, et puis au fur et à mesure que les infrastructures s'adapteront à notre projet, on peut aller au-delà et atteindre l'hydroxyde de lithium. C'est pourquoi je vais souligner un point. Par rapport à toute l'expérience que j'ai accumulée dans la couverture de l'industrie minière, j'ai remarqué une chose. Il y a souvent une confusion entre une industrie minière et une industrie manufacturière. Si bien qu'aujourd'hui, on semble demander à Datcom, non, on veut que tu commences à produire des batteries pour nous. Mais ce n'est pas son travail. C'est une industrie minière. Son activité, c'est l'extraction et produire un produit marchand qui peut offrir à ceux qui en ont besoin sur le marché. C'est pourquoi ils ont dit, donc, par rapport à ce qu'ils vont faire comme extraction, extraire c'est ça l'activité minière. Transformer. Vous extrayez, vous transformez un produit marchand selon les contraintes que vous trouvez sur place, et c'est ces produits-là que vous allez offrir sur le marché. C'est pourquoi M. Serge nous a dit, par rapport aux contraintes qu'ils ont trouvées sur le marché, comme ils ne peuvent pas atteindre les high grade, l'hydroxyde de lithium, ils disent, on va se limiter d'abord au sulfate de lithium, parce que c'est un produit qui est aussi demandé, et ceux qui ont une technologie beaucoup plus avancée, et ils peuvent atteindre l'hydroxyde. Mais c'est vrai que pour eux, à terme, ils ont l'ambition d'atteindre l'hydroxyde. C'est pourquoi j'ai dit qu'il faut faire la différence entre une industrie minière qui extrait pour produire un produit marchand qui va offrir sur le marché, mais le travail de la fabrication de batteries électriques, ça c'est l'industrie manufacturière. Évidemment, c'est pourquoi dans leur projet, ils ont parlé des zones économiques spéciales, parce qu'on estime que les gens qui ont la capacité de produire des industries des batteries électriques, au lieu d'aller très loin par rapport à celui qui peut leur produire du lithium, ils peuvent s'installer à Manono. Comme ça, Datcom produit son sulfate comme il va le faire, peut-être son hydroxyde de lithium, il va l'offrir à ceux qui ont la capacité de produire des batteries électriques. C'est pourquoi j'ai dit, en résumé, par rapport à ces projets, et par rapport à ce que M. Raphaël nous a dit avant, moi je crois que la RDC a une chance à saisir. Parce qu'aujourd'hui, dernièrement, il y a un forum qui s'est tenu ici, DRC Business Forum. C'était justement au centre, c'était l'enjeu de la fabrication de batteries électriques. Et le président Zambia, je me souviens, était même arrivé ici. Parce que l'ambition pour le président Tshisekedi, c'était d'amener les pays qui produisent l'une des composantes de la batterie électrique, de s'associer à la RDC
pour faire une production commune. Or, par rapport à ce qui nous a été présenté, par l'ingénieur Raphaël Ngolo, nous avons en RDC la possibilité de réunir toutes les composantes de la batterie électrique. Ce qui suffit seulement qu'il y ait une certaine volonté. Parce qu'on nous a dit le lithium, c'est la plus grande composante. On peut le produire demain à Manono. Le cobalt, on en a en grande quantité dans les grands Katanga. Il y a les manganèses qu'on a à Kisenge manganèse. Il y a les graphites qu'on fait trouver ici dans le Congo central. C'est que nous avons la possibilité, si on est conscient. Heureusement, chez nous, on est dans une république d'inconscients. Je paraphrase le ministre, évidemment. Mais si on est conscient, on peut arriver à nous seuls, au lieu de courir en Mozambique pour avoir les manganèses, aller en Zambie pour avoir le nickel. On est à mesure, à partir de la RDC, de réunir toutes les composantes. Il suffit seulement de se mettre ensemble et une chaîne de valeur va se mettre en place. Donc je crois qu'on a une chance énorme. C'est une chance qu'on doit saisir. Et je crois que ceux qui sont aujourd'hui au pouvoir, ils ont la possibilité de marquer l'histoire. Parce que la RDC aura au moins apporté une pierre, une grosse pierre dans cette transition écologique. Je comprends pourquoi vous avez créé EcoNews, pour quitter les blabla politiques. Évidemment. Alors, tout est dit, mais l'ingénieur, l'expert Donat Serge Ngandou va donc clore, pas à ma place, mais donner de l'espoir aux Congolais. Parce que Manono aura un impact également dans les trésors publics. Manono aura un impact dans le Tanganyika et localement. Un message d'espoir avec ce projet. Datcom Mining dans l'exploitation du lithium. Libérer l'investisseur, qu'il fasse le boulot. Boutika qu'on vend de là-bas dossier. Hein? Il n'y a pas de tout-puissants dans ce pays. Les tout-puissants, Bamoussoussou, Bakota, Mabélé, ils ne sont plus. Libérez les dossiers. Ce pays nous appartient à nous tous. Un petit mot? Oui, en fait, nous attendons la notification du CAMI. Dès qu'elle est donnée, l'Assemblée générale se tient. Nous donnons les 10% à l'État et nous allons payer les frais superficiaires, pro rata temporis, et nous démarrons le projet avec déjà le cahier de charges, etc. Réunion avec la communauté locale et le projet démarre. Et la population va voir que nous lions la parole à l'acte. Donc voilà, c'est simple. Donat Serge Ngandou, métallurgiste, chimiste industriel, plus de 40 ans dans ce domaine, vous l'avez suivi, ça a été, l'exposé était un peu scientifique. Nous, à un moment donné, on sentait qu'on était abandonné dans les nuages. Heureusement que notre confrère a ramené les choses à un autre niveau. Nous avons fini par comprendre. Merci à Faustin. Merci également à notre ami Ernest Impararo, qui est dans la lutte contre la corruption, une véritable gageure. Et puis, merci également à notre ami, la société civile, Timothée Mbouya, directeur exécutif de l'ONG Justicia. À très bientôt, s'il y a la suite. Nous allons voir quelle est la prochaine étape. Cette pression va-t-elle payer? Nous y croyons.